Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle causerie de la résistance, de l'histoire de la résistance avec le légendaire Léon Landini, dernier survivant des FTP-MOI qui nous a déjà captivés dans un premier épisode en nous racontant l'histoire de sa famille, son engagement dans la résistance. Et aujourd'hui, il va nous parler de son action dans la Creuse et dans la région lyonnaise. Bonjour Léon Landini, heureux de vous accueillir. Ben, moi aussi, très heureux de vous retrouver. Alors, nous en étions arrêtés lors du dernier épisode à votre départ vers la Creuse. Vous avez rejoint le maquis FTP dans cette zone à partir de 1943, suite à l'étau de Lovra, la Gestapo italienne, qui se resserrait autour de votre groupe. Quel souvenir gardez-vous de cet épisode, de ce séjour dans la Creuse? Bien, le séjour, je l'ai résumé dans mon précédent période, un peu particulier en ce sens que moi je suis parti en Creuse avec la conviction que j'allais me trouver un peu dans un monde, et en réalité, ben, je me suis trouvé dans un monde où j'étais tout seul, avec ma famille, mais j'étais tout seul. Et c'est lorsque j'ai commencé à trouver avec Jean-Baptiste Virvial, qui était un ancien militant du Parti communiste et qui était toujours communiste, qui commandait le groupe de FTPF, que j'ai commencé à reprendre un petit peu de respiration et en disant, bon, ben ça y est, j'ai retrouvé le bon chemin sans être obligé de rester à attendre le jour favorable. Et c'est là que j'ai participé, mais disons que pour moi qui j'ai connu par la suite la guérilla urbaine véritablement, bon, ben, c'était des petits épisodes pas terriblement dangereux ni grands. Quand on allait, à l'époque, on allait pour libérer, quand il y avait comme c'était une gare de triage à Vieilleville, quand les trains arrivaient, ils avaient pas un chargement complet dans un wagon de bétail, de cochons, de vaches, ils le laissaient à Vieilleville, ils attendaient d'en avoir récupéré ailleurs pour faire des wagons complets. Et avec les FTPF, nous y allions, il y avait toujours 2 gendarmes qui gardaient. On les faisait prisonniers, on leur prenait leurs armes, comme on manquait d'armes, nous ça nous servait très bien, et on ouvrait les portails, mais quand il y avait un wagon avec du bétail, il y avait des maisons autour, sur la face à la gare, on voyait les volets rester toujours comme ça. Et quand on ouvrait les portes des wagons, en rien de temps, la moitié du village était dehors pour attraper les vaches et pour les rentrer chez eux. C'est-à-dire que les Allemands, ils payaient pas cher, mais ils les avaient payés. Et le matin, quand ils arrivaient, il n'y avait plus une vache, il n'y avait plus un cochon. Tout avait disparu. Il fallait recommencer et on était quand même fiers de leur lever le casse-croûte. Mais c'était pas des choses excessivement dangereuses. Et ensuite... Alors donc, Léon, oui, vous avez poursuivi votre combat contre l'occupant à Lyon à partir de 1944. Vous avez multiplié les actions dans cette ville qui était un peu l'épicentre de la résistance. Quels ont été les faits les plus marquants? Mais lesquels? À Lyon. Parce que les faits les plus marquants, ça a été à Lyon. Alors à Lyon, il faut déjà comprendre une chose, c'est que c'était épouvantable. Moi, je me rappelle d'un copain qui, après la libération, il avait écrit une lettre en disant « Moi, je devais être mal vu parce qu'on ne m'a jamais envoyé au maquis. » Ça déterminait que le maquis, c'était la cocagne, comparativement en ville. En ville, on était tout seul. Le jour où je suis arrivé, mon frère est venu, parce que mon frère est arrivé d'abord à Lyon, et ensuite il m'a écrit que j'aille le rejoindre. J'ai quitté la Creuse, je suis parti à Lyon.
Et lorsque je t'ai reçu, il y avait lui et un copain qu'on appelait Pierre, qui était le responsable politique. Et mon frère me dit, allonge le pas, ici, il y a toujours des rafles autour de la gare. Quand on a eu fait à peu près 300 mètres, il y a le copain qui était un Italien, Pierre, qui me regardait depuis un moment. Il me dit, mais tu sais, ici, c'est pas le maquis, hein. Alors, je dis ça, je m'en doutais. Mais ici, tu sais, on est en bataille tous les jours. Il faut savoir que ici, 50% de nos camarades sont déjà tombés. Et ils ont été tués, pris et massacrés. Et que on est en opération pratiquement tous les jours. On fait des opérations. Alors il dit, c'est plus du tout la vie que là est toujours tout seul. Lorsque tu as fait une opération et que tu as tué un gars, tu rentres tout seul dans ta chambre et tu rumines. Et c'est épouvantable. Alors, si tu veux retourner en Creuse, on te paye le billet et tu repars en Creuse. Moi, je me suis vexé. J'ai dit, qu'est-ce que tu crois? Que je suis venu pour faire honte à mon frère? Mon frère se met à rire et lui dit, non, Pierre, si j'ai fait venir mon frère, c'est parce que je savais qu'on pouvait compter sur lui. Et j'ai tout de suite mis dans le groupe des Italiens, avec 2 Italiens, un militaire et un politique. Ils étaient tous les deux déjà des hommes mûrs. Pour nous, c'était des vieux, et ils devaient avoir 35, 37, 38 ans peut-être. Et qui nous paraissaient, pour nous, des gamins de 18, 19, 20 ans, ils nous paraissaient vraiment des vieux. Et ils dirigeaient le groupe, mais alors, ils avaient combattu en Espagne, et ils savaient ce que c'était que d'affronter la mort, beaucoup mieux que les petits jeunes qui débarquaient là. Et je répète, on était en opération. Le Pierre, lorsqu'il m'a reçu, il m'a dit, tu sais, il faut savoir que si tu restes chez nous, dans 1 mois, tu seras un vétéran. Et que quand il arrivera de nouveau, c'est toi qui devras leur enseigner comment on prépare les bombes, comment on tire. Et je voudrais bien spécifier une chose, tenant compte de l'éducation que nous avions, le respect de l'être humain. On se bat pour un monde meilleur. Il est intolérable qu'on tue des gens comme ça, là, et qu'il fallait tuer quelqu'un. Quand on faisait patrouille en ville, on était malade de faire des patrouilles en ville. On partait à 8. 2 ici, protection avant. 2 ici d'attaque. Si l'Allemand était sur ce trottoir, il devait passer. S'il était sur ce trottoir, c'était cela. 2 de protection ici et 2 d'attaque ici. C'est-à-dire on était 8 et chacun avait sa tâche précise. On passait à côté d'un Allemand, on ne le tuait pas. C'était celui de derrière qui était chargé de le tuer. On était 2, il y en avait un qui tuait et l'autre qui protégeait. Au cas où il y a quelqu'un à côté qui essaye d'attraper ou quoi. Et ensuite, celui qui était à côté, moi je le descendais, et celui qui était à côté de moi, il se baissait pour pas le laisser râler, pour pas que ça impressionne la population et qu'on finisse par les plaindre. On lui tirait une balle dans la tête tout de suite et on lui prenait son arme. On profitait pour s'armer par la même occasion. Et ça, c'était la chose, pour tous les copains me disaient pareil, la chose la plus épouvantable. Au moment où on appuie le revolver sur le ventre du gars, l'épouvante sur son visage. Il ouvre pour crier, il n'a plus la force de crier. C'est épouvantable de voir ça. Et de tirer 1, 2, 3 fois sans qu'il tombe. Parce que quand on voit, pam, bon, il tombe foudroyé. Non, non. Moi, je n'ai jamais vu tomber foudroyé du premier coup. Et quand il est par terre, c'est l'autre qui est à moi. Une balle dans la tête. Et on continuait. Et on attaquait des usines. Alors, le premier soir que j'étais là, on est allé attaquer une usine, l'usine Progil. Alors, mon frère a demandé une dérogation, parce que comme il était responsable à un niveau assez élevé, il a demandé une dérogation pour participer à la reconnaissance de l'usine Progil, qui des produits chimiques, etc., qui partaient tous pour l'Allemagne. Et on lui a accordé, mais on lui a dit, c'est Pierre, merde,
c'est le copain responsable qui commande, tu es sous ses ordres. C'est pas toi qui commande. Hein. Il a dit, oui, d'accord, j'accepte. Je serai avec mon frère. Quand on est arrivé là, on a passé un mur, on est rentré dans une espèce de parc, et à un moment donné, il y a deux ouvriers qui sont venus, et dans le parc, ils touchaient des bidons. Et il y a Pierre qui me dit, prends un copain avec toi, va voir un petit peu ce qu'ils font, mais vous ne faites pas voir, et écoutez surtout ce qu'ils disent, s'il y a des Allemands dans l'usine ou non. Alors on s'est mis à ramper tout doucement, et le copain, qui était un Italien lui aussi, ou d'origine italienne, il était à côté de moi, puis, tout à moi, et je suis le roi de ma créole. Ils vont nous entendre. Le jour et la nuit, mais tais-toi. Plus tard, je lui dis, mais quand tu chantais, c'était parce que tu avais peur, ou c'est parce que tu voulais me paraître en costaud? Les deux, mon adjudant. Je voulais paraître en costaud, mais j'avais peur. On est arrivé, et discuté, qu'on n'avait pas de quoi manger, etc. On est revenu, et on a dit aux copains qui étaient derrière une haie, on a dit, discutons comme ça, il n'y a pas d'Allemands dans l'usine. Hein. Alors, il y avait une partie d'usine qui faisait fonction de dépôt, un tunnel qui traversait sous la route nationale, et de l'autre côté, il était dans l'usine où on travaillait. Alors, ils sont partis et ils m'ont laissé avec mon frère à la sortie pour éventuellement, si jamais ils étaient attaqués, qu'on ne leur bouche pas la sortie. Qu'on était à deux et qu'on les laissait sortir. Et là, parce que là, on ne mettait pas de mine. Hein. C'était uniquement pour voir où il fallait les mettre, ce qu'il y avait d'important, quelles étaient les machines qui nous paraissaient les plus importantes à faire sauter. Alors d'abord, on se renseignait, et puis on s'en allait. Et puis 2, 3, 4 jours après, on venait, on savait déjà à peu près le plan de l'usine, et on allait mettre les bombes, et on allumait les mèches juste au moment où on partait, et on faisait sortir d'abord tout le personnel qui travaillait de nuit, on les faisait partir, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait des gens. Quand on te dit que, pour nous salir, qu'on a fait tuer des civils avec nos bombes, et qu'on a fait fusiller des otages innocents, moi, j'ai participé quand même à pas mal d'opérations. Il faut croire que j'ai participé assez pour qu'on me mette président de l'Amital. Si j'avais été un mauvais combattant, on m'aurait jamais donné cet honneur à ce poste, après la libération. Et on faisait sauter, mais j'ai jamais entendu dire qu'on avait fusillé des otages après les opérations que j'avais faites. Et je vois que dans le document que tu m'as donné, les opérations les plus importantes, il y en a une qui était pratiquement la plus importante que la résistance a fait à Lyon. Il y avait des parachutistes allemands qui partaient avec de la caserne où ils étaient, qui partaient avec... moi, j'ai vu que 2 camions. On m'a dit que souvent, il y en avait 3. Ils partaient pour aller au champ de tir. Et ils passaient devant un hôpital. Ils passaient. Et ça montait assez dur devant l'hôpital. Et nous, on s'était mis en haut de l'hôpital. Les copains étaient plus loin pour nous assurer notre retraite. Et on était à 4, on était restés en haut. Et il y avait, moi j'étais le politique, et il y avait Armand qui était le militaire. Et Armand, il avait été averti qu'il soit très prudent, parce qu'il risquait d'y avoir des Allemands dans l'usine. Et quand ils sont arrivés, ils roulaient au pas, le camion, il était trop chargé comme ça, ils roulaient au pas. Alors il y a Armand qui me dit, il y avait un deuxième camion derrière, il me dit, on ne peut pas balancer des grenades là-dedans, le deuxième il va nous descendre. Parce que normalement, moi j'avais la mitraillette, je devais tirer sur les chauffeurs. Et les autres copains devaient balancer les grenades.
Il me dit, on ne fait pas l'opération. J'ai dit, oui, effectivement, si je sors la mitraillette, le deuxième, il va me descendre tout de suite et toi avec. J'ai dit, mais quand il va être là, j'ai dit aux gars, dégoupillez, quand ils sont là, vous balancez les grenades. Alors, il y en avait un petit Espagnol, il avait pris son mouchoir, il a mis sa grenade, il a dégoupillé, il tenait sa grenade, puis il s'est avancé vers le camion qui roulait au pas. Et les types, ils étaient à la ridelle avec qui la mitraillette, qui le mousqueton à la main, et ils l'ont regardé venir, ce petit gamin-là. Et puis, ils balancent un truc, ils n'ont pas compris, mais quand la grenade est passée au-dessus de la tête, elle a légèrement fusé, là, ils ont compris ce que c'était. Ils ont commencé à faire ça. Mais elle est tombée au milieu d'eux, serrée comme ça, ils n'ont pas pu la ramasser. Et le deuxième, il a balancé des grenades aussi. Et on est parti en courant. Et on avait fait quoi? 25, 30 mètres. Les grenades ont commencé à exploser. Et je me suis tourné et j'ai vu des corps qui passaient par-dessus les ridelles. Alors, il y a un copain qui était parti 2 jours après se renseigner sur place. Et on lui avait dit qu'il devait y avoir... La presse avait annoncé 10 morts suite à l'attaque. Et le copain avait dit, non, les gens du quartier disent qu'il y avait au moins 30 morts. C'est une des plus offensives de toutes nos attaques que nous avions fait ce jour-là. Alors Léon, voilà Léon, j'aimerais vous poser une question sur le quotidien d'un résistant FTP-MOI. Quelles étaient les mesures de sécurité que vous preniez pour éviter d'être capturé? Comment cohabite-t-on avec la mort? Comment résistons? Est-on capable de résister à la peur quotidienne? Eh bien, la première chose, c'était nos opérations. On était en armes et en danger réel que pendant les opérations. Et toutes les précautions ont été prises pour que on n'ait pas... Et malheureusement, eh ben, on a perdu des copains quand on allait attaquer des choses, des groupements ou autres. Ça, c'est... D'ailleurs, je te ferai voir tout à l'heure certains travaux que j'ai faits, que je prépare. Tu verras dans quelles conditions nos copains tombaient. Parce que Pierre m'avait dit en arrivant que 50% de nos camarades ne dépassaient pas les 3 mois chez nous. Et quand je vais te faire voir, et on ne les connaît pas tous, c'est loin s'en faut, parce que le copain, quand il venait, on ne donnait pas le petit gré. On n'avait pas de papier, on n'avait rien. Alors, il fallait se débrouiller. Le risque n'était qu'au moment de l'opération, mais le risque était tout le temps. Moi, j'étais arrêté bêtement, j'étais bien habillé, j'avais mes papiers officiels. L'inconvénient, c'est que j'avais pas d'argent sur moi. Et c'était des Français qui étaient renommés d'ailleurs comme crapules pour torturer les prisonniers, etc. Le type, il était sur le bord du trottoir et je passais devant lui. Et quand je suis passé devant lui, il m'a montré une carte, police, tes papiers. Alors je donne mes papiers, regarde, il ouvre le portefeuille, puis il me dit, mais tu as que 15 francs? J'ai dit oui, mais ma mère m'a téléphoné ce matin qu'elle m'a envoyé un mandat que je devrais recevoir tout à l'heure en arrivant à la maison. Ah bon? Ça fait rien, il me dit. On ne te laisse pas partir. Rentre dans le bistrot. Moi, je me considérais quand même avec mes papiers en règle, parce que surtout, celui qui tombait dans la nasse à chaque coup, c'est celui qui avait 19 ans. Et moi, j'en avais pas encore 18 pour le STO, le service du travail obligatoire. Donc, c'était ça. Et moi, quand il m'a arrêté, il m'a fait rentrer dans un bistrot. Il y avait 3 types dans le bistrot et un avec un pistolet qui les avait fait mettre contre le mur et ils ne bougeaient pas. Quand je suis arrivé, il m'a dit, mets-toi à côté d'eux. Pistolet à la main. Et merde, là, je suis mal tombé. Mais j'ai mes papiers en règle, ils vont bien le voir. Moi, je n'avais pas de sous. Et
Ça, c'était pas normal pour eux, que justement, c'était la rapine qui les animait. Conclusion, ils nous ont embarqués et nous ont menés à la milice. Et ils ont commencé à nous frapper tant et plus. Ça, Et puis Léon, à la milice, Léon, ça c'est le 25 juillet 44, non? oui. Quand vous êtes arrêté par la Gestapo et incarcéré à la prison Montluc. Non, mais avant d'aller à la prison Montluc, c'était à la milice. D'accord, à la milice. À la Allez-y. milice. On a commencé à recevoir une belle raclée. Et puis, on était 5, aucun des 5 n'a parlé. Alors, ils nous ont embarqués, ils m'ont dit, vous ne voulez pas parler, mais on trouvera vous faire parler. Avec un autre véhicule, ils nous ont menés à la Gestapo, place Bellecour. Et on était à la Gestapo, et là, ils ont commencé à nous frapper. Puis celui qui s'appelait un peu le chef, mais qui était le plus mariole pour nous frapper, à un moment donné, il s'arrête, hein, il se tourne vers un des types qui était là. Dit, mais toi, je te connais? Il me dit, non, non, monsieur, si, je te connais. Depuis un moment, je me dis, je le connais, je le connais. Maintenant, je me souviens, en 1936, tu vendais l'Avant-Garde, place des Cordeliers, et vous m'avez flanqué une raclée avec tes copains. Non, non, monsieur, c'est pas monsieur, si, c'est toi. D'abord, tu es juif. Allez, baissez tous les pantalons. Et il était juif. Alors, il a attrapé par les épaules, à coups de genoux dans l'estomac. Alors, il a mis les mains devant, il a dit, monsieur, pendant l'estomac, j'ai été opéré il n'y a pas longtemps. Il n'aurait sans doute pas de le dire. Hein. Alors, il a redoublé de coups dans l'estomac. Le type s'est affalé par terre, un flot de sang, 2 litres peut-être, j'en sais rien, est sorti par la bouche. Et le soir, à 9 heures, quand on m'a fait descendre en bas, parce qu'on était on était à place Bellecour pour nous emmener au Fort Montluc, le type était toujours par terre. Alors il n'y a qu'à voir un petit peu comment c'était. Il ne fallait pas grand-chose pour y laisser la peau. Hein. Et moi, bon, ben, ils m'ont frappé, mais si je m'en suis sorti, c'est parce que ils m'ont gardé quand même, mais ils étaient convaincus que j'étais pour rien dans la résistance. Parce que pas un mot ni rien, mes papiers en règle. Bon, alors, il me dit où tu habites? J'avais une chambre ici, une chambre là. Alors la chambre ici, c'est celle où je vivais, et la chambre là, c'est celle qui me servait de temps à autre. Et je lui dis, la chambre là. Et il y a l'autre qui lui dit, au type, lui dit, on va visiter la chambre. On dit, non, non, on va perdre notre temps. De toute façon, il y a la location, celle qui loue les chambres là. S'il y avait eu quelque chose d'anormal, elle me l'aurait dit. Et c'est là qu'ils m'ont emmené à la prison, au Fort Montluc. À Montluc, oui. Et que là, ils ont recommencé à me fouetter un peu plus. Qui m'ont écrasé le nez, qui m'ont écrasé les couilles, du coup, meurtri à coups de talons. Bon, ils m'ont esquinté, quoi. J'en souffre toujours. Oui, Léon, vous avez même été personnellement torturé par Klaus Barbie, si je ne m'abuse. Oui. Torturé, c'est peut-être pas le mot qui convienne, parce que j'étais par terre, couché sur le ventre, parce qu'il m'avait battu et puis j'étais tombé. Il m'a donné des coups de pied dans les côtes. Alors je me suis tourné sur la douleur, il m'a pris par la veste, il m'a tourné, il m'a dit, qui c'est ton chef? Je n'ai pas de chef, moi. Pif, paf, de gifle. Dis-moi qui c'est ton chef. Encore de gifle, puis il m'a balancé. Il a dit, ce gamin, s'il ne parle pas. Mais on était tous des gamins. D'ailleurs, tout à l'heure, je te ferai voir sur l'ordinateur certains trucs. 18, 19, 20 ans, on était tous dans cet âge-là. Hein. Donc, pour faire une vie pareille, il fallait être des gamins. Pour résister à ce stress continuellement. Un exemple stupide, mais pour te prouver dans quel état nous vivions. J'étais dans le tram avec un copain, Étienne. Et à un moment donné, il y a une jolie blondinette là-bas qui me regardait. J'envoie un coup de coude à Étienne, je
Je crois que je fais des touches avec la blondinette. Il regarde, il me dit, viens, viens, viens. Sauter du tram en marche, à toute vitesse, tous les deux. Il m'a dit, cours, cours, t'arrêtes pas là. On est parti, on a fait 300 mètres. 300 mètres plus loin, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, c'est pas toi qui as le regard de la blondinette, c'est moi. Je dis, attends, pourquoi? Quand on a attaqué le garage à tel endroit, qu'on a fait des prisonniers, toi, tu mettais les bombes dans le moteur, et moi, tout le personnel, les secrétaires, etc., on les avait mis dans une pièce, et moi, je les gardais avec le pistolet à la main. Il ne fallait pas qu'ils sortent. Et on le faisait sortir au moment où on sortait que ça devait exploser. Alors, il m'a dit, c'est moi, toi, elle ne t'a pas vu, toi, tu étais en train de... Elle ne t'a pas remarqué. Mais moi, elle avait tout le loisir de me regarder, j'étais à 3 mètres d'elle. Pour te dire, tu vois, la tension que tu as, le souci continuel. Tu marches dans la rue et tu t'arrêtes devant une glace. Dans la glace, tu regardes si quelqu'un te suit. Tu ne prenais jamais un tram à l'arrêt. Tu prenais toujours un tram entre 2 stations et à la porte du milieu, pas au bout, à la porte du milieu. Parce que au tram, on sortait par les bouts. Tu sautais à la porte du milieu et tu disparaissais tout de suite. Tu t'éloignais du tram au cas où quelqu'un t'ait reconnu et t'ait vu. Et quand tu étais dans le tram, même si tu n'avais pas de danger en vue, mais tu descendais, tu venais pas directement à la porte pour sortir. Non, tu t'avançais tout doucement. Et puis à un moment donné, tu poussais 2 gars, tu prenais la rampe et à toute vitesse, il fallait être jeune pour le faire. À toute vitesse, tu sautais du tram. Et tu te tournais pour voir si quelqu'un avait sauté derrière toi. Alors, tu vivais tout le temps sous un stress abominable. Alors, voilà un petit peu la vie que nous vivions. Et 52 de nos camarades dont on a retenu les conditions de leur mort sont morts sous les tortures, pas un seul n'a parlé. Personne n'a dénoncé un camarade. C'était des gamins, mais des gamins solides. Voilà un petit peu la vie que nous faisions et les combats. Et il m'est arrivé, on ne l'a pas fait spécialement pour moi, 3 nuits de suite, 3 déraillements sur des voies différentes. Parce qu'il y avait une équipe de 2 ou 3 personnes qui venaient sur cette voie et regardaient les trains passer et les trains de marchandises qui avaient l'air très chargés, qui partaient vers l'Allemagne. On regardait sur quelle voie il était, parce qu'en général, il passait sur les mêmes voies, sur quelle voie il était et à quelle heure il passait. Et puis, il y avait une autre équipe qui regardait. Et cette nuit, je faisais un déraillement avec mes copains à l'endroit où tu avais remarqué des choses. Le lendemain, c'était d'autres qui l'avaient remarqué. Ou des fois, c'était moi. Moi, je suis allé une nuit avec un copain, le petit espagnol. On était tellement riches qu'on n'avait pas de montre. Et pour noter les heures où le train passait, il fallait la montre. C'était un sacré souci. Et on était avec le petit espagnol. D'un seul coup, je le vois qu'il avait un sac. Il avait une pendule grosse comme ça. On aurait dit la pendule, le coucher du village. Tic-tac, tic-tac. Et il me dit, comme ça, on sait l'heure, sinon qu'est-ce qu'on leur dit? Il me dit à peu près, mais c'est pas à peu près, c'est l'heure. Et puis à un moment donné, on entend parler sur la voie. Et on était juste au bord. Alors ensuite, un peu retiré comme on a pu, il est passé une patrouille allemande. Juste devant nous, à quoi? À 3 mètres. Il passait la patrouille. Mais lui, il avait sa montre. Il avait mis sa montre par terre et s'était couché dessus pour pas qu'on entende le bruit. Parce qu'on entendait le bruit avec la patrouille, on n'avait aucune chance de s'en sortir. Mais quand il arrive un truc pareil, qui tuait les 2 gars, on venait les ramener,
on les foutrait dans des tranchées, etc. On a retrouvé, il y a une copine qui a été massacrée par les coups et qui n'a pas parlé. Et on a retrouvé, on sait où elle a été tuée. Elle a été tuée à Saint-Genis-Laval. Un jour, ils ont pris 120 personnes. On a estimé, d'après les restes, qu'il y a eu 120 personnes qui ont été assassinées. Ils ont pris 120 personnes au Fort Montluc, ils les ont emmenées à Saint-Genis-Laval, ils les faisaient rentrer dans une ancienne caserne militaire. Quand il était rentré dedans, vraiment une rafale. Le type par terre, mort ou pas mort, ils en faisaient rentrer d'autres. Les derniers qui rentraient, ils marchaient sur des gens qui bougeaient encore. Et puis après, avec des grenades incendiaires, tout a brûlé. Et Janine Sontag, qui avait été massacrée là, on était ensemble dans un garage pour faire sauter tous les véhicules allemands qu'il y avait dans le garage. Et les Allemands nous ont attaqués. Et pour se sauver, il a fallu qu'on monte sur une poutre qui nous donnait accès sur le toit d'en face. Elle est montée sur la poutre et elle est tombée. Et il y a un copain qui est redescendu la prendre pour l'amener. Elle lui a dit non, non, je travaillerai jamais. Prends mon revolver, je tâcherai de me débrouiller. Elle était jolie fille. Je tâcherai de me débrouiller avec les broches. Et on a su parce que il y avait des femmes, il y avait le quartier des hommes et le quartier des femmes. Et des femmes qui l'ont vu partir, qui savaient qu'elle était partie avec ce qu'on a estimé, d'après les os, à 120 personnes. Alors moi, dans ma cellule, ils en ont pris 3, 2 qui étaient de témoignages chrétiens, et l'autre, c'était un type qui n'avait jamais rien fait. Lui, il s'était jamais occupé, rien. Et quand ils sont venus, ils ont pris d'abord, on a entendu, merde, qu'est-ce qui se passe, on a dit, on s'est bougé tout à l'heure. Il s'est éteint. On a dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y avait un petit trou dans la porte, j'ai regardé, et j'ai dit, ils ouvrent les portes en face, mais j'ai dit, j'ai l'impression que c'est les SS, qu'ils ouvrent les portes et ils referment la porte. Ils sont venus prendre du monde. Et puis à un moment donné, ils sont venus, ils sont notre porte qu'ils ont ouverte. Et ils ont 2 types de témoignages chrétiens. Ils n'avaient jamais fait du mal aux Allemands. 2 types de témoignages chrétiens. Attends, le nom, je l'ai toujours dans la même chose, elle n'est pas là. Et au moment depuis du moment, ils sont revenus. Alfred Vial. Alfred Vial, police bagage. Police bagage, ça voulait dire qu'il fallait que tu prennes ton bagage. Personne n'avait de bagage. Il faut que tu prennes ton bagage. C'est voyage sans retour. C'est toujours mauvais signe, hein? Voyage sans retour. Et ils les ont emmenés. Et Vial, au moment où il devait partir, il m'a dit, si le hasard voulait que tu rencontres quelqu'un de ma famille, tu leur diras que je suis mort en héros, parce qu'au moment où ils me fusilleront, je leur crierai « Vive la France et vive le Parti communiste ». C'est sur ces propos teintés d'histoire, de résistance et d'héroïsme que s'achève ce captivant épisode sur la résistance et Léon Landini. À très vite pour un nouvel épisode.